Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Ceci est l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui date de 1989. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant s'est développée suite à l'évolution de l'image de nos sociétés et du droit à l'égard de l'enfant. En 1902, la conférence de La Haye place l'intérêt supérieur de l'enfant au premier plan. En 1924, c'est la déclaration de Genève qui met en avant l'idée que le devoir de l'adulte est de protéger les enfants. En 1959, la déclaration des droits de l'enfant reconnaît l'enfant comme ayant des droits, la notion d'intérêt supérieur étant clairement évoquée dans son principe 2. Mais c'est surtout la création en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, qui tend à renforcer la protection de l'enfant, que l'usage de ce concept se développe largement. Il permet ainsi, lors d'une prise de décision concernant un ou une mineure, de préserver son bien-être et son droit de se développer dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. Les autorités judiciaires ou administratives des États ayant ratifié la CIDE ont pour obligation de prendre en considération cet intérêt supérieur de l'enfant lors de toute prise de décision officielle le ou la concernant. Dans la pratique, la personne qui prend la décision le fait en fonction de ce qu'elle a évalué comme étant l'intérêt de l'enfant au moment présent ou dans une perspective future. Selon l'article 9 de la CIDE, un enfant a le droit de vivre avec ses parents. Cependant, il peut être séparé sous décision judiciaire pour autant que cette décision soit prise dans le respect de son intérêt supérieur. Cette situation peut se présenter lorsque le bien-être de l'enfant et la stabilité de son environnement sont remis en cause ou dans des cas plus graves de négligence, de maltraitance familiale. C'est le principe qui prévaut dans les procédures de placement, de séparation, de divorce ou d'adoption ou lors de mesures relatives à la privation de liberté. C'est donc en vertu de ce principe que sont rendues aujourd'hui en France les décisions de justice concernant la garde et les résidences des enfants dans le cadre des séparations des parents. C'est également guidé par ce principe que la majorité des parents se met aujourd'hui d'accord pour faire passer l'intérêt de leurs enfants avant leur propre désaccord, rancœur ou souffrance. Rappelons ici quelques faits et quelques chiffres qui ont été déjà évoqués, mais qu'il est important de rappeler de nouveau. Selon l'étude déjà citée du ministère de la Justice, réalisée par le pôle évaluation de la direction des affaires civiles, la résidence principale chez l'un des parents, la mère, quand il s'agit d'un couple hétérosexuel, est le plus fréquemment prononcée dans 71% des situations, car c'est le mode de résidence le plus sollicité par les parents séparés. La résidence alternée, dont la proportion a progressé, passant de 10% en 2003 à 17% en 2012, reste un mode de résidence moins prononcé par les juges, car moins sollicité par les parents. La résidence chez le père, dans le cas de couples hétérosexuels, est prononcée dans 12% des situations et chez un tiers dans 0,1%. Quels sont les facteurs à l'origine de ces décisions? Tout d'abord, le fait que les parents sont d'accord sur la résidence des enfants dans environ 80% des cas de figure. Dans 9%, l'un des membres n'a pas exprimé de demande. Les parents qui sont en désaccord sur la résidence des enfants représentent environ 10% des cas de figure. Et dans les situations de désaccord, les juges fixent une résidence chez la mère pour 63% des enfants et chez le père pour 24% des enfants. On notera, comme cela a déjà été fait, que le juge fixe 2 fois plus de résidence chez le père que dans les situations d'accord entre les parents. Voilà donc la réalité pour la très grande majorité des enfants et de leurs familles. Même dans les cas de séparation difficiles, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Et nous devrions tous et toutes nous en féliciter. La résidence alternée ou partagée, pour satisfaisante qu'elle soit, dans son principe, lorsqu'elle choisit dans un cadre de consensus parental et adapté à l'âge et à l'autonomie des enfants, ne peut à l'évidence constituer une solution généralisable à toutes les situations. Le rapport du ministère de la Justice indique ainsi très clairement que les rejets de résidence alternée sont largement motivés par l'intérêt de l'enfant. Nous ne nous opposons donc pas à cette proposition de loi au motif que nous serions contre la résidence alternée ou partagée, bien au contraire. Nous sommes beaucoup, au sein de la France insoumise ou même au sein de cet hémicycle, j'en suis sûre, à avoir eu, en tant qu'enfant
ou avoir aujourd'hui en tant que parent des trajectoires familiales parfois compliquées, pour lesquelles la résidence partagée nous ont permis ou nous permettent aujourd'hui de préserver le bien-être et le droit des enfants à se développer dans un environnement favorable. Mais ce n'est objectivement pas le cas pour tous les enfants et toutes les familles. Voilà pourquoi nous sommes opposés à cette proposition de loi. Parce qu'elle va à l'encontre des faits, des réalités pour la très grande majorité, des choix consensuels des parents ou des décisions de justice qui privilégient cet intérêt supérieur de l'enfant. Non seulement cela, mais en plus, loin de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, elle risque d'aggraver les inégalités, notamment économiques, entre parents, voire entraîner plus de souffrances, plus de complications et plus de violences émotionnelles et physiques. Cette proposition de loi est une mauvaise proposition pour de nombreuses raisons. La première, c'est bien celle que j'ai évoquée précédemment. La remise en cause de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui actuellement est au fondement de la décision des juges. Lors d'une séparation, les enfants sont souvent au cœur de situations douloureuses. Il est alors nécessaire d'assurer de la souplesse dans l'office des juges, notamment quand le couple est en conflit, afin d'assurer la sérénité et la sécurité des enfants. Mettre en place, comme le propose cette proposition de loi, un caractère automatique de la résidence alternée ne répondrait en fait qu'à des demandes très minoritaires. Cela a déjà été dit, selon le ministère de la Justice, 18,8% des pères dans les couples hétérosexuels font la demande de la garde alternée et 17,3% d'entre eux l'obtiennent. Ainsi, seuls 1,5% des pères ont une décision de justice qui va à l'encontre de leurs souhaits. Dans cette minorité de cas, quand il existe un désaccord ou un conflit grave, c'est le ou la juge qui prend une décision en tenant compte de tous les éléments des dossiers, et ce, au cas par cas. Alors pourquoi remettre en cause le fonctionnement d'une procédure qui satisfait la grande majorité des familles? Pourquoi vouloir faire de l'exception la règle? Ces 1,5% de demandes non satisfaites pour une des parties justifierait-il de porter le discrédit sur les décisions de justice et de réduire l'office des magistrats et des magistrates? Pourquoi décider à la va-vite, un peu sur un coin de table, comme on l'a vu avec les discussions en commission des lois, de brutaliser les dispositions du Code civil qui fonctionnent à peu près correctement et par là même bouleverser l'équilibre des familles? Cette volonté de forcer les couples et les magistrats et magistrates à ignorer l'intérêt supérieur de l'enfant n'est absolument pas la bonne manière pour favoriser un environnement apaisé pour les familles ou pour faire avancer l'égalité entre femmes et hommes. Et ce, d'autant plus que rien dans le texte, tel qu'il a été présenté en commission, et surtout tel que modifié, ne garantit de fait l'égalité dans la prise en charge. C'est même le contraire. Cela a été dit d'ailleurs. Dans un amendement présenté en commission, l'exposé des motifs est clair à ce propos. Cet amendement, je cite, a pour objet de préciser que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents. Alors, soyons clairs, nous pensons, comme d'autres l'ont dit, que l'intérêt supérieur ne permet pas, dans tous les cas, à ce qu'il y ait une égalité de temps. Mais en même temps, en précisant que le temps entre les anciens et anciennes partenaires du couple peut être complètement différent, vous ne résolvez rien en matière de partage des tâches, puisque la résidence pourra être dite alternée, alors même qu'un enfant pourra passer un jour par an ou quelques jours chez l'un des parents et le reste du temps chez l'autre. Où est l'égalité et la coresponsabilité réelle dans les actes, dans les pratiques, avec ce type de mesures? D'autre part, en créant le principe de double résidence, vous créez en réalité le principe de double résidence fiscale. Même si ce n'était peut-être pas l'objectif de départ de cette proposition, le résultat très concret n'est pas du tout de partager à temps égal la résidence des enfants, mais plutôt de partager de façon égale les parts fiscales et les allocations familiales. D'ailleurs, d'une certaine manière, Madame la Ministre l'a reconnu en montrant que ce n'était pas encore très clair sur la manière dont on pouvait avancer à ce niveau-là, et aucune étude n'a été faite sur ce sujet. Cette mesure est d'autant plus problématique que les familles monoparentales dont le parent est souvent la mère et qui, pour un tiers d'entre elles, vivent en dessous du seuil de pauvreté, vont être d'autant plus impactées. Elle risque d'entraîner encore plus de précarité et une paupérisation de ces foyers, alors même que les dispositifs pour assurer le recouvrement des pensions alimentaires, dont près de la moitié ne sont pas versées ou le sont en retard, sont aujourd'hui défaillants. Car qui dit double domiciliation dit baisse, voire disparition de la pension alimentaire. Cette pension est attribuée dans 83% des cas de résidence chez la mère, mais seulement dans 23% des cas si les enfants sont en résidence alternée.
Cette baisse peut sembler logique à première vue en cas de partage égalitaire du temps de garde. Mais on sait que les femmes en couple ont en moyenne un revenu nettement inférieur à celui de leur conjoint, 42% inférieur en 2011 selon l'INSEE, et que les séparations aggravent cette situation inégalitaire pour les femmes. Après une séparation, rupture, pax ou divorce, le niveau de vie des femmes baisse de 14,5% en moyenne, celui des hommes augmente de 3,5%. Mais une des dimensions les plus graves et dangereuses de cette proposition de loi, c'est que dans des situations de violence conjugale ou familiale, elle pourrait donner un moyen de pression aux parents violents pour intimider l'autre parent, lui permettant d'effectuer un chantage sur la garde des enfants et de poursuivre son emprise émotionnelle et financière. N'oublions pas les témoignages des femmes victimes de violences qui indiquent que le facteur économique est un des obstacles majeurs qui les empêche de quitter leur conjoint violent. Il ne s'agit malheureusement pas de situations rarissimes. Selon l'Observatoire des violences faites aux femmes, 225 000 femmes sont victimes de violences au sein de leur couple au cours d'une année. 123 ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2016, soit une femme tous les 3 jours. Et 25 enfants mineurs ont été tués par l'un des parents dans un contexte de violence au sein du couple. À l'issue d'une enquête sur les femmes tuées par leur compagnon ou ex, le journal Libération a montré que la plupart des meurtres avaient lieu au domicile ou à proximité et dans le contexte de séparation ou au moment de l'officialisation de la rupture. Le moment de passation des enfants est également à risque, soulignent les journalistes. Alors que les violences faites aux femmes sont un sujet majeur et qu'un plan d'urgence pour le quinquennat vient d'être annoncé, cette proposition de loi va à rebours de toutes les recommandations des organisations de défense des droits. Une tribune datée d'hier de 11 associations le signale. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales et ces violences constituent aussi des violences à l'encontre des enfants. Les juges doivent avoir la possibilité de décliner la demande de la garde alternée et non de voir leur office bis réduit. Si vous souhaitez améliorer la coparentalité et l'égalité entre les femmes et les hommes, il existe bien d'autres mesures que nous pourrions prendre. Et nous vous proposons d'ailleurs de voter dans le cadre de cette loi à travers des amendements, si d'aventure vous n'étiez pas convaincus de voter cette motion de rejet. Par exemple, un amendement qui vise à renforcer la protection des mères et de leurs enfants contre les impayés de pensions alimentaires, ou un amendement pour veiller à ce que les prestations sociales et avantages fiscaux puissent rester attribués aux parents ayant la charge matérielle principale de l'enfant. Mais c'est surtout par une politique globale et extrêmement volontariste qui déborde largement le cadre de cette proposition de loi et aborde le problème sous tous les angles, économiques, sociaux, culturels, éducatifs, que nous ferons réellement avancer l'égalité et la co-responsabilité, pas simplement en théorie ou en symbole, mais en acte des parents, hommes et femmes, en matière de garde et d'éducation des enfants. On pourrait par exemple faire strictement respecter le principe d'égalité salariale ou instituer un véritable congé coparental, c'est-à-dire augmenter considérablement la durée de congé pour le ou la conjointe de la mère de l'enfant. On pourrait ou on devrait aussi lancer un grand chantier en matière d'éducation familiale et scolaire, de façon à battre en brèche cette idée toxique instituée très tôt dans l'enfance selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas une socialisation genrée des tâches domestiques, de façon à remettre en cause la vidéo des jeux pour les petites filles qui les confinent à des activités d'intérieur et des soins des enfants, tandis que les jeux des petits garçons les destinent à s'activer librement à l'extérieur. Est-ce que ce ne serait pas une bonne campagne à lancer à l'approche des fêtes? Et puis surtout, est-ce que ce ne serait pas le type de débat que nous devrions mener dans l'ensemble de la société si nous voulons que les futurs pères aient, en termes de co-responsabilité, le schéma mental et le schéma culturel qui leur permettent de prendre véritablement en charge le soin et l'éducation de leurs enfants. Il y a tant et tant à faire en la matière et les bonnes propositions ne manquent pas. Par contre, cette proposition de loi n'est pas de celle-là. C'est pour ces raisons que le groupe de la France Insoumise vous appelle à voter en faveur de cette motion de rejet.